Je ne dirais qu'une seule chose. Non, en vrai, je peux pas, j'en peux pas. Croyez-moi, on n'en a pas terminé avec Yuki. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 208 de Jujutsu Kaisen. Bien sûr, en fait, la mort du personnage de Yuki Tsukumo peut nous faire penser justement, et ce qui fait assez peur, que le manga est proche de sa fin. Surtout que lors de la Jump Festa de l'année dernière, Gege Akutami avait dit que le manga se terminerait dans 2 ans et il a réitéré cette année en disant qu'il ne restait plus qu'1 an au manga. Et bien sûr, ça fait peur parce qu'il y a encore énormément de choses à traiter, mais ça fait aussi plaisir de se rendre compte que la ligne directrice de Gege Akutami n'a pas changé et qu'il a bien prévu la fin de son histoire qui, au moins, même si on ne peut pas savoir si elle sera satisfaisante, sera réfléchie. Et globalement, pour ce chapitre, que dire? Ce chapitre, je l'ai trouvé juste magnifique. Je trouve que tout ce qui se passe à l'intérieur est impactant, surtout grâce au rythme que Gege Akutami il met justement pour chacune de ses attaques pour raconter son récit. Et bien sûr, en fait, il y a eu énormément de polémiques qui sont ressorties lors de ce chapitre. Des polémiques en mode féminisme, en fait, c'est pourri, Jujutsu Kaisen. L'écriture de Gege Akutami était peut-être facile. On va voir tout ça, on va en parler et bien sûr faire une théorie sur le retour de Yuki parce que j'ai des arguments, vous inquiétez pas, il y a un timecode pour aller à l'endroit qui vous intéresse parce qu'on commence directement par la review. Et donc on revient directement sur la boucherie de la semaine dernière où Yuki Tsukumo s'est juste fait exploser la tête et le ventre. Et en gros, lorsque Kenjaku utilisait des fléaux, ce n'était pas pour justement temporiser jusqu'au retour de sa capacité de gravité, mais non, c'était juste pour cacher le fait qu'il pouvait utiliser des mini Uzumaki et surprendre Yuki. Et là, elle s'est fait avoir. Et il compte vraiment pas lui laisser le temps de se régénérer. C'est vraiment ça qui est génial avec un combat de classe S, c'est qu'ils ont tellement de cartes à jouer qu'ils doivent jamais les montrer et quand ils les montrent, ça touche. Et là, on va avoir le droit à un flashback. Il y a certaines personnes qui le prennent littéralement comme si les personnages ils s'étaient habillés et que Tengen était vraiment devenu barman. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus philosophique. C'est plus une représentation mentale des événements, mais après, on s'en fiche en soi. Et en gros, c'est vraiment assez intéressant parce qu'on a justement le personnage de Chozo qui va être approfondi encore plus. Et là, qu'est-ce qu'il a été émouvant! C'était juste n'importe quoi. Dès le début du chapitre, on te lâche ça. Parce que bien entendu, il dit qu'il a choisi de vivre comme un fléau pour lui et ses frères, parce que quand il a vu justement à quoi ressemblaient ses frères, il savait qu'ils ne seraient pas acceptés comme des humains, malgré le fait qu'ils soient quand même forts. Peut-être qu'ils en souffriraient. Et c'est pour ça qu'il a choisi le camp des fléaux. Il a tué énormément de personnes à Shibuya. Et il y a eu cette rencontre du destin, la rencontre avec Yuji, qui était lui un frère, qui vivait comme un humain. Et au final, ils se sont entretués. Franchement, juste revoir le passage, juste là même, c'est ultra déchirant quand tu te rends compte que même la saison 1, elle a autant de répercussions sur les événements actuels. C'est fou. Et voir la tête de Chozo. Mais la tête de Chozo, non, non. Fais pas ça, grand frère. Fais pas ça, pleure pas. Et c'est vraiment triste de voir que dans Jujutsu Kaisen, on pose vraiment souvent la question du regret. Et celui de Chozo, c'est justement de ne pas avoir pu vivre avec ses frères. Et il compte bien se sacrifier pour Yuji. Et il ne veut pas vivre avec lui parce qu'il se sent trop coupable. Et je trouve que, en fait, Chozo, là, il a quelque chose qui complète son personnage en tant que grand frère, il arrête pas de le répéter. Surtout, ce qui fait sa force, c'est qu'il est ultra responsable en fait. Il se sent responsable de chacun des événements qui arrivent. Il se dit qu'il ne peut plus vivre normalement après ce qu'il a fait aux innocents, toutes les morts qu'il a provoquées. Même il se sent responsable des morts de ses frères en ayant choisi le camp des fléaux. Et ça, c'est fort, c'est fort. Comment ne pas respecter ce personnage? Même si il a tué plein de gens, c'est vrai que c'est assez particulier. Et c'est donc pour ça qu'il compte se donner à fond et lâcher une dernière attaque sur Kenjaku, mais il va être évacué par Tengen. Assez étrangement, pourquoi Tengen l'aurait évacué? T'inquiète pas, on va en parler dans la partie théorie, mais surtout, en plus, on va avoir Yuki qui va lui dire que sa vie en tant que fléau est terminée et que maintenant, il doit vivre en tant qu'humain. Et ça, c'est assez fort. Dans Jujutsu Kaisen, n'oublie pas que les derniers mots des exorcistes peuvent être des malédictions qui peuvent justement avoir une énorme impact. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et justement t'abonner parce que chaque semaine, on parle
de Jujutsu Kaisen. Et c'est vraiment à partir de là que le chapitre il est devenu monstrueux parce que ça fait vraiment des ascenseurs en termes de rythme. Voilà, t'as un flashback, t'as Chozo qui va attaquer, puis il disparaît, puis ensuite t'as Yuki qui est seul face à Kenjaku pour cette dinguerie. Franchement, c'était haletant et à la fois juste terrifiant et triste en fait de voir que Yuki en fait, en le faisant partir, ça y est, c'était terminé. La violence visuelle de l'avoir juste brisé par Kenjaku en deux par terre. Non, franchement, comment tu peux te remettre de cette case? L'image est glaçante et alors que Kenjaku est en train de parler à un Tengen qui apparaît ici. Alors justement, il va d'abord penser à Sukuna et ça c'est intéressant en voyant Tengen, donc avec 4 yeux comme ça, parce que Tengen justement ici il a évolué de cette manière, bah il le disait, c'était parce qu'il se rapprochait peut-être de plus en plus d'un fléau et ça expliquerait peut-être pourquoi en fait on nous dit que Sukuna était un humain mais qu'au final c'est le roi des fléaux, peut-être qu'il aurait évolué et en fait c'est sûrement ça, justement à un autre stade, surtout s'il était là, c'était pour créer une distraction pour Yuki. Et oui, on en avait parlé et on l'a, le trou noir, puisqu'elle va attraper sa jambe et en fait en augmentant sa masse imaginaire au maximum, alors normalement le sort qui ne devait pas l'impacter va la toucher, donc une attaque kamikaze, mais qui va permettre de créer un trou noir qui absorbe tout, masse, lumière, les gens qui sont autour, Kenjaku, oui. Techniquement, ça y est, c'était finito. Et voilà, encore une fois, le rythme du récit, il est dingue. Cette énorme attaque, juste pour te retrouver sur la page d'après, avec un ciel lumineux, le plafond qui a été détruit. Tu sais pas ce qui s'est passé. Franchement, en fait, ça marque une pause dans le récit. Je trouve ça vraiment juste génial comment Gege Akutami te raconte ça. Et au final, t'as Kenjaku qui va sortir des débris. Et là, ça va faire un petit peu de bruit. Et donc, on va passer à la partie. Est-ce que tout ça était peut-être un peu trop facile? Parce que c'est la grosse polémique. Hein. Parce que bon, les seuls gros dégâts qu'il aura, c'est d'avoir perdu son haut. Et il parlera à Tengen et révélera comment il s'est sorti de cette situation. Et là, en fait, là où ça a fait polémique, c'était que c'était peut-être un petit peu facile d'avoir justement le personnage de Yuki qui avait un sort pour créer un trou noir, donc gravité et compagnie. Et là, bah en fait, tu apprends, il te dit qu'il avait un sort d'antigravité. Ça fait un petit peu comme les gamins de 5 ans qui disent ouais tout, j'ai des balles de feu. Ah bah moi j'ai un bouclier de feu. Tu vois le délire ou pas? Peut-être un petit peu facile, mais bon, je vais pas te mentir, moi je trouve ça assez logique. Déjà dès le début du combat, on avait cette case où on voyait justement leurs deux visages. Ils se rendaient compte que leur capacité n'allait pas bien fonctionner pour se combattre. Donc il y avait un échappatoire pour Kenjaku. Et en plus, là, il va révéler que la technique qu'il a utilisée et qu'il utilisait depuis le début, ce n'était pas de la gravité, mais c'était de l'antigravité. Et c'était le sort de la mère de Yuji. Et ça, on va en reparler, mais déjà, pour l'instant, on peut se dire que c'est complètement n'importe quoi qu'il ait changé de capacité, sauf que Gojo nous fait la même chose. Je vous rappelle que le rouge qu'il utilise quasiment tout le temps, bah en fait, ce n'est que un sort d'inversion utilisé sur justement son bleu. Et là, donc, Kenjaku a utilisé son corps en tant qu'extension de territoire pour augmenter la puissance du sort et résister justement à ce trou noir. Ça fait plaisir parce que je vous en avais déjà parlé du corps qui pouvait être assimilé à une barrière. Mais bon, c'est vrai que ça fait peut-être un peu beaucoup. Même en termes scientifiques, l'antigravité qui mangerait un trou noir, c'est un petit peu particulier, mais de toute façon, c'est pas forcément le sujet. Et bon, vu qu'on est entre nous, bah, je vais vous donner mon avis personnel sur la question. Moi, je trouve pas que ça fait trop, mais par contre, ce qui fait trop, justement, ce n'est pas qu'il ait le sort parfait pour combattre Yuki, mais surtout pour moi, qu'il ait réussi justement à combattre ce sort après tout ce qu'il a déjà fait. Donc ça veut dire qu'il a lâché 2 extensions de territoire, il a lâché plusieurs mini Uzumaki, il s'est soigné avec des sorts d'inversion, il a même invoqué des fléaux de classe S. Et tout ça, même en renforçant son corps pour se protéger des coups de Yuki. Ça fait quand même beaucoup. Ok, il n'a pas le 6e œil comme Gojo. Normalement, il devait cramer ses barres de réserve d'énergie. Vraiment, pour moi, c'est ça que je trouve abusé. Voilà, ça c'est dit. Et donc maintenant, le temps, il est arrivé de parler des théories. Bien entendu, on peut imaginer que Yuji, il va avoir le sort de sa mère. Et sa mère, en fait, ça reste donc Kaori, un personnage assez intriguant au final, vu que
donc c'était une exorciste. Reste à savoir à qui, à quoi elle est liée. Et Yuji, antigravité, est-ce qu'il pourra voler ou autre chose, ou faire comme Kenjaku, mais ça demanderait une assez grande maîtrise, donc des sorts d'inversion pour inverser sa capacité et utiliser de la gravité. Peut-être bien, ça marcherait bien avec son style justement de combat où il est au corps à corps, et si donc c'est autour de lui qu'il y aurait de la gravité, alors ça pourrait marcher. Mais la chose aussi qui est extrêmement intrigante, c'est le fait de voir Kenjaku à la fin du chapitre qui se dirige donc vers le vrai corps de Tengen et dit au revoir à son vieil ami. Ça, c'est assez mystérieux, je vous en avais parlé justement il y a plusieurs semaines, que je trouvais ça quand même assez particulier, la relation qu'il pouvait avoir même en tant que maître des barrières et en tant que personne qui avait vécu depuis longtemps. Ils semblaient se connaître, et donc voilà, pour moi je vois leur relation un petit peu à la Gojo Geto. D'anciens amis qui auraient été séparés par leur vision, Gojo qui veut changer le monde justement grâce à ses élèves en changeant les futures générations, et Geto qui voulait juste tout changer par la force. Ça c'est sûr, et je me demande même si au final il n'y a pas eu déjà précédemment une autre traque mortelle, vu comment Tengen avait des informations dessus. Est-ce que ça aurait conclu justement à la naissance de Sukuna en tant qu'entité? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais que c'est très bizarre, mais de toute façon là on passe aux vraies théories. Ça c'était juste des mini-choses. Mais avant ça, parce que je suis un escroc, on est obligé de parler de la misogynie dont est accusé Gege Akutami. Parce que encore une fois, c'est un personnage féminin qui avait l'air justement central à l'intrigue, qui se fait tuer un petit peu à la Nobara. Oui, bien évidemment, tu t'en souviens, tout le monde s'en souvient, tout le monde attend son retour. Et donc il y a beaucoup de drapeaux qui se sont levés pour dire que Gege Akutami, au final, son œuvre, elle respecte pas les femmes. Et je vais pas te mentir, je trouve ça personnellement plus intéressant en fait, qu'on ait des personnages féminins qui se battent à fond comme des bonhommes. C'est le cas de le dire, parce que en fait, voilà, elles se battent juste et qu'elles se fassent tuer, plutôt que ce soit des love interest ou qu'elles soient dans le harem du personnage principal. Franchement, ça je m'en fous, et c'est pour ça que personnellement, en tout cas, moi je préfère 100 fois les personnages féminins de Gege Akutami que d'autres mangas, et je te laisse dire les noms. Bon allez, Naruto, ça c'est facile, parce que voilà. Personnellement, je trouve que les personnages féminins de Jujutsu Kaisen, ils font quand même partie de ce qu'il y a de mieux en tant que personnages féminins de gros shonen comme ça populaire. Mais voilà, après, de toute façon, au final, chacun son avis. C'est sûr qu'il y a d'autres types de fiction où les personnages féminins, ils sont mieux écrits, et en plus, ça fait un parallèle peut-être mauvais, assez triste, avec SAS de My Hero Academia. Je ne spoilerai pas, je dirais juste une chose, au moins, Yuki, elle a été introduite longtemps avant. C'est pas un personnage qui est sorti de nulle part juste pour remplir une fonction. C'est un personnage qui aura été beaucoup plus intéressant que SAS, et je pense qu'il va continuer à l'être, puisque voilà, on arrive vraiment à la théorie enfin donc du retour de Yuki sous deux volets. D'abord Garuda, son Shikigami, parce que si on s'intéresse à la signification de Garuda, donc c'est une divinité du bouddhisme tibétain, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que normalement, comme le phénix, il surgit des cendres de la destruction, car il est indestructible. Et ça reste quand même assez intéressant, surtout qu'on nous avait présenté justement ce Shikigami, pas comme n'importe quoi, mais comme un élément vraiment particulier. Un Shikigami qui s'est transformé en arme maudite, et je pense que c'est quand même assez important si c'est signifié. Le seul autre objet à être affecté par le sort de Yuki, Bombaya. Et donc voilà, si c'est un Shikigami un petit peu comme le phénix, est-ce qu'il y aurait une possibilité via un serment, un certain coup, justement, de ramener Yuki à la vie après avoir utilisé son sort? Peut-être bien. C'est vraiment très mystérieux. Et même au-delà de ça, s'il est encore affecté par son sort, est-ce qu'une personne peut le récupérer et utiliser le sort de Yuki comme si c'était véritablement une arme maudite avec sa propre capacité? Et là, bien sûr, on pensera à Todo, mais même plus intéressant, peut-être qu'on pourrait même voir Chozo avec ça. Parce que je vais pas te mentir, je trouve ça quand même assez étrange que Tengen ait sauvé la vie de Chozo. Enfin, pour moi, Tengen, ça semble pas être un enfant de cœur, et en plus de ça, les derniers mots de Yuki qui l'a maudit, en réalité, peut-être bien, alors je trouve ça assez intriguant. Surtout que Chozo, il a vraiment cette place particulière dans l'intrigue en tant que frère de Yuji, mais aussi en tant que création ratée. Peut-être un peu gros et un peu facile, mais voir Chozo se montrer comme la réelle création supérieure
aux autres de Kenjaku et lui montrer que en fait il est sa meilleure création, ça peut être intéressant. Surtout que Chozo, il fait le lien entre les humains et les fléaux. Donc vraiment c'est un personnage qui peut raconter encore énormément de choses. Et je vais pas te mentir, j'espère vraiment qu'il a encore un rôle à jouer, parce que vraiment sinon c'était le moment parfait pour qu'il meure lors de ce combat. Il y avait tellement de red flags partout. Venons-en à la seconde théorie sur le retour de Yuki, bien évidemment. On nous a montré un ciel après justement son sacrifice. Est-ce qu'elle se serait justement éparpillée dans le ciel, donc serait devenue des particules en étant broyée par le trou noir? Peut-être bien, surtout que je te rappelle que Tengen a une barrière sur tout le Japon. Est-ce qu'il y aurait eu même juste une fusion entre Tengen et Yuki? Je pense que c'est pas pour rien, en vrai, encore une fois, qu'on nous a dit que Yuki était censé être un hôte pour Tengen. Elle peut fusionner avec lui et ça peut juste les sauver au final. Et peut-être qu'elle pourrait prendre le dessus sur Tengen. Elle, qui n'est pas d'accord justement avec l'ordre du monde, peut-être qu'elle pourrait créer le sien. Parce que juste, je terminerai sur ça. Peut-être qu'elle est morte, mais on n'a pas encore eu de flashback sur elle. On n'a pas encore eu d'explication réelle sur Garuda. On n'a même pas eu une extension de territoire. Et c'est pour ça que morte ou vivante, je pense qu'on n'en a vraiment pas terminé avec elle. My best friend!